Bonsoir, bienvenue sur les antennes d'Azur TV, c'est le Grand Direct, votre heure d'information consacrée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Avec à la une ce soir évidemment le séisme politique de ce début du mois de mai. Renaud Muselier qui s'allie avec la République En Marche. Le président sortant de la région a apporté quelques précisions en fin d'après-midi. Vous verrez que dans sa famille politique chez les Républicains, eh bien, ce pacte passe très mal. Nous serons dans ce Grand Direct avec Sophie Cluzel, ancienne tête de liste donc La République En Marche dans la région PACA, et le sénateur Rassemblement National Stéphane Ravier. Autre titre de ce lundi, la rentrée pour les lycéens et les collégiens. Demi-jauge avec distanciation sociale. Reportage dans le Var dans quelques instants. Et puis la ligne de vie, c'est le nom qu'on a donné à ce reportage. Le train qui revient dans la vallée de la Roya entre Fontan et Tende. 7 mois que les habitants l'attendaient après le passage de la tempête Alex. Voilà pour le sommaire de ce Grand Direct. Nous serons également avec Guilhem Ricavi. Nous parlerons des nuits électroniques, des plages électroniques qui reviennent à Cannes pour l'été. Et avec Guilhem Ricavi, voilà les plages électroniques qui vont changer de lieu, de configuration, mais qui seront bel et bien de retour. Et puis, autre titre qui fait beaucoup de bruit, c'est cette vidéo publiée en exclusivité par la Provence. Nous serons avec le directeur de la rédaction tout à l'heure de cette interpellation qui a mal tourné à Marseille. Les policiers suspectés donc d'avoir perpétré ces violences ont été recasés. On en parlera avec lui. Les explications également de Yentel Criado dans ce Grand Direct. Mais d'abord, on s'intéresse donc au régional. Le scrutin du 20 juin prochain pour le premier tour, 27 juin pour le deuxième tour, et cette alliance que l'on n'attendait pas, en tout cas pas si tôt, entre Renaud Muselier, une partie des Républicains donc, et la République En Marche. Jean Castex, le Premier ministre, l'a confirmé hier. La famille, les Républicains, vit plutôt mal cette annonce, notamment sur la Côte d'Azur. Tout ça vous est expliqué par Alexis Ricard. Après avoir été pressé toute la journée pour répondre, Renaud Muselier a finalement pris la parole en fin d'après-midi. Le président sortant de la région PACA a tenu à préciser sa position après l'annonce de l'alliance LR-LREM pour les régionales de juin. J'ai rappelé au rassemblement le plus large. J'ai indiqué que le bon sens voudrait que la majorité gouvernementale m'apporte son soutien. Parce que je pense sincèrement que le dépassement est impératif pour des élections locales. Et les élections régionales sont des élections locales. Le Premier ministre a répondu positivement à cette idée de dépassement. Il a annoncé le retrait d'une candidature de la majorité gouvernementale et sa volonté de soutenir la liste que je mets. Alors que les choses soient bien claires, cette liste sera d'abord celle de la majorité régionale actuelle. Renaud Muselier précise d'ailleurs que sa liste n'est pas encore constituée et joue sur les mots. Ces listes ne sont pas faites et seront déposées le 17 mai, conformément au calendrier électoral fixé par la loi. Mais aujourd'hui, pour ce qui est de la composition de la liste, je vais apporter une précision et elle est d'importance. Notre région d'abord, cela veut dire qu'il n'y a pas d'accord d'appareil, qu'il n'y a pas de fusion de liste. Depuis ce dimanche, le parti Les Républicains est ébranlé par cette alliance. Sur la Côte d'Azur, la manœuvre est vécue comme une trahison. Le député des Alpes-Maritimes Éric Ciotti considère que Renaud Muselier ne fait plus partie des Républicains. Il évoque également un coup de poignard dans le dos. Un sentiment de trahison partagé par Éric Pauget, lui aussi député LR des Alpes-Maritimes. Je ne comprends pas qu'avant d'aller au combat, on soit obligé de capituler avant une élection. Ce n'est pas l'ADN de la droite, ce n'est pas l'ADN des Républicains, ce n'est pas l'ADN du RPR qui était mon ancien parti, que de ne pas aller au combat. Et je me dis que le général de Gaulle doit se retourner dans sa tombe, de voir qu'aujourd'hui, nos grands barons de la droite du Sud capitulent avant même le premier tour. Moi, je pense que Renaud Muselier, sur son bilan, avec nos couleurs des Républicains et de la droite républicaine, avait toute sa place à jouer sans nouer des partenariats ou des accords avant le premier tour. Du côté de la majorité présidentielle, en revanche, cette alliance avant le premier tour est perçue comme parfaitement honnête, à l'image de la députée du Var Valérie Gomez-Bassac, qui est également porte-parole de la République En Marche à l'Assemblée nationale. Cela montre également aux citoyens que nous avons des valeurs communes
faire des arrangements du second tour, je ne suis pas sûre que ce soit bien, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne chose. Là, ça a le mérite d'être clair, d'être transparent, de montrer l'engagement de ces hommes et de ces femmes, et je pense que c'est une bonne chose, et c'est intellectuellement honnête. Dans le même temps, le Rassemblement national se frotte les mains. Sur les réseaux sociaux, nombreux étaient les élus du parti à ironiser sur cet accord. Premier tour du scrutin, le 20 juin prochain. Voilà donc pour ces premiers éléments, le récit était signé Alexis Ricard, Renaud Muselier, Christian Estrosi, des députés qui se sont exprimés. Nous accueillons maintenant l'une des principales intéressées, Sophie Cluzel. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir sur les antennes d'Azur TV. Vous êtes ministre en charge des personnes handicapées, mais surtout chef de file. On dit chef de file désormais, Sophie Cluzel, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour la majorité présidentielle, puisque la fusion est officielle. Alors oui, c'est une alliance avec le président sortant, Renaud Muselier, et nous allons construire justement un projet, construire des équipes pour porter en toute clarté auprès des électeurs un vrai projet pour notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous devons d'être ensemble, réunis, fédérer les talents, les compétences, c'est ce que Renaud Muselier a dit, qu'il pouvait travailler avec tout le monde. Et bien moi également, c'est l'ADN que je porte depuis 4 ans en ce gouvernement et dans la candidature majorité présidentielle. Je pense que nous pouvons unir nos forces au service de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, ça ne vous a pas échappé, c'est un séisme depuis hier, localement, nationalement. Il y a beaucoup de réactions. Est-ce que vous ne craignez pas que finalement, chez les électeurs, ça provoque un effet de révulsion, de cuisine politicienne? Moi, je crois que au contraire, ça va entraîner un impact, un engouement pour faire de la politique autrement. Une adhésion, justement, nous devons pour la région, nous devons pour le pays, nous devons pour cette région qui a tant souffert pendant 1 an de cette crise sanitaire, de sortir des polémiques, de sortir des postures politiciennes. Et je pense qu'au contraire, se rassembler, les hommes et les femmes de talent, des compétences extrêmement différentes, s'enrichir des différences, en tout cas c'est ce que je porte moi dans mon ADN, travailler avec les femmes et les hommes qui veulent tout simplement porter un projet de relance extrêmement rapide. Nous devons être à côté des restaurateurs qui vont réouvrir, des acteurs culturels, sociaux, économiques, de nos agriculteurs qui ont tant souffert. Le temps n'est plus aux polémiques. Le temps, il est tout simplement à fédérer les talents. Nous partons d'un bilan qui est celui de cette majorité qui a travaillé pendant 5 ans, 6 ans. Nous avons un plan de relance gouvernemental, un plan de relance européen. Et il faut tout simplement qu'on soit prêt. Nous le devons vraiment aux habitants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sophie Cluzel, est-ce que les grands gagnants, le grand gagnant, ce n'est pas le parti En Marche? Les sondages étaient pas très hauts pour la candidature de la majorité. S'associer avec le président sortant, est-ce que ce n'est pas le grand coup de cette campagne? Je pense que ce que surtout nous sommes en train de faire, c'est ce qu'en tout cas moi j'ai porté, c'est de faire de la politique autrement. Et donc c'est unir ces talents, c'est tout simplement servir beaucoup plus rapidement la région, beaucoup plus rapidement, en proximité. Je serai extrêmement attentive justement à construire ce programme de façon à ce que cette équité territoriale, qui est vraiment mon ADN et ce que je porte depuis 4 ans, l'exécution de la politique publique au plus près des habitants, où qu'ils soient, en équité, et surtout nous mobiliser ensemble pour la grande cause de la jeunesse qui transversalement touche tous les pans des compétences de la région. Que ce soit la mobilité, le transport, l'économie, l'accès à la formation, nous devons accompagner les jeunes et je sais pouvoir compter justement sur tous les élus locaux, les soutiens, les entrepreneurs que j'ai mobilisés depuis 2 mois et la façon de travailler ensemble sera du gagnant-gagnant pour tout le monde. Vous serez donc sur la liste de Renaud Muselier. Comment se créera l'équilibre? Est-ce que ce sera une liste à parité entre les amis de Renaud Muselier, on ne peut plus dire vraiment les Républicains, et les représentants de La République En Marche? Ce sera de toute façon une liste à parité homme-femme avant tout. Et je serai extrêmement justement attentive à ce que ces équilibres soient représentés, ces équilibres aussi de la société civile que j'incarne. Et j'ai eu des belles compétences qui nous ont rejoints, qui je suis sûre auront toute leur place sur les listes que nous sommes en train de construire. Ces équipes
au service de la région, ces équipes au service des habitants. Donc un équilibre à trouver qui va se construire là en ce moment, un programme qui se complétera. On s'enrichit de nos différences, je l'ai toujours dit, et c'est comme ça qu'on travaillera. Vous y serez, vous, sur la liste, et vous souhaitez rester investi pendant tout le mandat si vous êtes élu ? Oui, je serai sur les listes, et puis nous allons les construire ensemble, ces listes. Ce sont des listes qui doivent avoir cet équilibre si important des différentes majorités et puis des différences hommes et femmes, et nous construirons pour siéger, pour être présents, pour travailler au plus près en proximité des territoires. 30 secondes pour terminer, une question d'ordre national 2022. Le président Macron pense à sa réélection. Est-ce que c'est là aussi la naissance d'une nouvelle alliance et un nouvel espace politique qui s'ouvre à lui, avec des ténors de la politique à droite qui le rejoignent d'une certaine façon? Christian Estrosi, Renaud Muselier, Hubert Falco. Eh bien déjà, il nous faut réussir ces élections régionales. C'est ça que les habitants attendent, c'est ça que la région attend. Réussir vraiment ces régions, cette élection régionale, construire justement ce laboratoire des compétences, comme je l'appelle, et puis nous verrons par la suite. Merci beaucoup Sophie Cluzel d'avoir accepté cette invitation pour réagir ce soir donc à cette alliance en PACA entre La République En Marche et Christian Estrosi, Renaud Muselier, encore membre du parti Les Républicains. Je rappelle que vous êtes chef de file pour le parti de la majorité présidentielle et secrétaire d'État auprès des personnes handicapées. Merci à vous. Merci, au revoir. Voilà, et pour être tout à fait honnête, cet entretien a été enregistré en milieu d'après-midi, avant que Renaud Muselier ne s'exprime et qu'il modère un petit peu les termes, notamment sur les alliances, les fusions. Il a également indiqué, Renaud Muselier, qu'aucun parlementaire ni représentant de quelconque fonction d'État ne serait sur la liste. C'est pas exactement ce que dit Sophie Cluzel. Elle espère y être. Je vous rappelle qu'elle est ministre et que pour le coup, voilà, et selon les critères édictés par Renaud Muselier il y a quelques instants, enfin 2 heures maintenant, eh bien, elle ne pourrait pas être sur la liste. Affaire à suivre. En attendant, nous accueillons en direct, cette fois-ci dans cette émission, le sénateur des Bouches-du-Rhône, Rassemblement National, Stéphane Ravier. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, que faites-vous au Rassemblement National? Vous assistez au spectacle et vous attendez? Mon Dieu, quel spectacle! Mon Dieu, quel spectacle qui ne doit pas ravir le corps électoral en général et celui de ce qu'il reste des LR en particulier. Nous, ma foi, nous avons une tête de liste, nous avons un programme, nous avons des candidats, nous sommes dans une démarche de rassemblement des habitants de cette région Provence-Alpes-Côte d'Azur et nous avançons vite et nous remercions d'ailleurs Renaud Muselier de nous aider en cela par ces tractations, ces magouilles, ces ententes d'état-major qui déçoivent, hérissent le poil des électeurs LR et qui, j'en suis sûr, vont nous rejoindre nombreux dans les urnes au mois de juin prochain. Oui, parce que du coup, Stéphane Ravier, l'objectif, c'est quoi? C'est de séduire les électeurs sarkozystes, on va dire, amateurs d'une droite qui s'affirme sur les questions de sécurité et qui pourrait être tenté par un ancien ministre de Nicolas Sarkozy, en la personne de Thierry Mariani. La grande différence entre le Rassemblement national et les autres mouvements politiques, c'est que nous n'avons jamais été dans la séduction. Nous ne voulons pas séduire, nous voulons convaincre. Alors c'est beaucoup plus long, mais au moins nous sommes dans la sincérité. Nous avons des candidats, une ligne, un programme, des idées. Je ne dirais pas que c'est à prendre ou à laisser, mais parce que ça se discute, ça évolue. Mais en tout cas, notre ligne, elle est claire. Et elle ne varie pas, elle ne risque pas de varier, puisque tout démontre aujourd'hui que nous avons raison, que ce soit sur l'islamisme, l'immigration en général, qui en est à l'origine, l'ultralibéralisme, le laxisme judiciaire, etc. Nous avons convaincu Thierry Mariani de nous rejoindre. Nous ne l'avons pas séduit. Nous l'avons convaincu que ces idées, eh bien, s'il voulait qu'elles soient appliquées, s'il voulait les retrouver, c'est au Rassemblement national qu'il devait venir aujourd'hui. Et c'est ce qu'il a fait. Donc Thierry Mariani est un exemple qui devrait aujourd'hui, je l'espère, convaincre beaucoup d'électeurs LR qui sont cocufiés, trahis par Renaud Muselier et ses amis, parce qu'ils sont invités à devenir les électeurs d'Emmanuel Macron.
Alors voilà, donc c'est cette démarche de Renaud Muselier a ce mérite que de clarifier la situation. Il y a la liste d'Emmanuel Macron menée par Renaud Muselier, et puis il y a la liste du Rassemblement national menée par Thierry Mariani, avec les convictions qui sont les siennes. Vous avez entendu Stéphane Ravier, Renaud Muselier a apporté quelques précisions cet après-midi. C'est lui qui constituera la liste avec d'autres familles politiques. Priorité au sortant, on ne lui imposera pas de candidat. Ça ne sera pas exactement une liste macroniste quand même. Oui, j'espère. Il vaudrait mieux, à moins qu'il ait pris sa carte, on ne sait jamais. Mais tout le monde sait, et il l'a avoué, qu'il avait demandé à Matignon, voire à l'Élysée, cette fusion, comme l'avait déjà fait d'ailleurs, comme avait déjà tenté de le faire Martine Vassal à l'occasion des élections municipales. Et M. Muselier est soutenu par Martine Vassal, il est soutenu par le maire de Toulon, Hubert Falco, par le maire de Nice, Christian Estrosi. Et qu'il n'y ait pas de parlementaires macronistes sur la liste, peu importe qu'ils soient parlementaires ou pas. Il y aura des macronistes comptables de la politique d'Emmanuel Macron infligée au pays et en particulier aux habitants de Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est ça la vérité. Alors que M. Muselier fasse des grands écarts, eh bien, il risque de se briser les adducteurs électoraux. Alors, sur le visage de la campagne, désormais, le paysage est fracturé, les Républicains sont divisés. Est-ce que vous appelez certains responsables des Républicains, comme Éric Ciotti, Lionel Lucas, à vous rejoindre ? Alors, le paysage politique, il n'est pas fracturé du tout, il est clarifié. C'est chez les LR que ça craque de toutes parts. Les coups les plus violents viennent de la propre famille de Renaud Muselier. Et effectivement, Éric Ciotti et d'autres, des responsables nationaux, tirent à boulet rouge sur la manœuvre de Renaud Muselier. Enfin, une manœuvre qui est en réalité une conviction, car il s'agit là d'un premier signal en vue de l'élection présidentielle. Mais n'allons pas trop vite. Donc la situation, elle est claire. Il y a Renaud Muselier, le candidat de Macron, et le Rassemblement national. Donc moi, nous tendons la main à tout le monde, que cela soit des parlementaires, des électeurs. Ce sont avant tout des électeurs, des habitants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'en peuvent plus de l'inaction de Renaud Muselier et d'un bilan qui est négatif, qui n'en peuvent plus de cette politique d'Emmanuel Macron, qui est un échec dans tous les domaines. Et nous tendons la main à toutes les bonnes volontés, à tous les hommes et les femmes de bonne volonté qui n'en peuvent plus du système des Républicains en marche. Voilà, ils sont les bienvenus au Rassemblement national. Un mot des présidentielles, vous l'avez évoqué, certes, il y a d'abord le scrutin régional et on va y revenir sur ma dernière question juste après, mais Emmanuel Macron finalement réalise plus ou moins un coup de maître parce qu'il divise les Républicains et il choisit une forme de duel avec Marine Le Pen. Imaginez que Renaud Muselier ne gagne pas la région, les LR sont quand même émiettés, en tout cas dans le sud, c'est quand même un bastion des Républicains. Vous préparez, vous, donc, à un affrontement entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, c'est écrit ? Non seulement nous imaginons que M. Muselier perde la région, mais nous faisons tout pour que nous la remportions dans l'intérêt des habitants de cette région. Et il est vrai qu'Emmanuel Macron a réalisé un coup de maître, mais assez facilement. Quand on a un idiot utile comme M. Muselier, qui n'a visiblement pas tiré les enseignements de ses multiples erreurs politiques tout au long de sa carrière. J'en connais un qui s'appelle Jean-Claude Gaudin, qui doit beaucoup rire là en ce moment. Eh bien, il a trouvé donc à Renaud Muselier, Emmanuel Macron, le parfait idiot utile qui permet à Emmanuel Macron donc d'exister dans les régions alors qu'il n'a aucune implantation. Bon, eh bien, nous ferons tout pour remporter cette élection, pour mettre en application dans cette région notre programme au service des habitants d'abord, et ce qui nous permettra, effectivement, ce qui permettra à Marine Le Pen de crédibiliser davantage ses propositions, non seulement ses analyses, mais ses propositions, et qui, je l'espère, lui permettront d'être en tête dès le premier tour de l'élection présidentielle face à Emmanuel Macron. Peut-être, peut-être pas. Et au final, et c'est ce qui nous importe, c'est ce qui importe aux Français, c'est ce qui importe au pays, d'être victorieuse au soir du second tour
des élections présidentielles. Dernière question, Stéphane Ravier. Demain, Thierry Mariani sera à Marseille pour présenter la tête de liste départementale dans les Bouches-du-Rhône. On le rappelle, hein, il y a une tête de liste par département pour les régionales. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Comment ça va se passer? Son nom ou pas? Oui, je connais son nom, je connais son prénom. Mon petit doigt me l'a dit, mais d'habitude, je ne sais pas garder un secret. Mais là, pour le coup, je vais faire exception. Donc, vous connaîtrez le nom de la tête de liste demain dans la matinée, je crois. Et ça se passera à Marseille. Il y aura une conférence de presse à laquelle vous êtes conviés. Et à laquelle nous serons présents. C'est quelqu'un de très sérieux, de compétent, en qui j'ai toute confiance. Eh bien écoutez, réponse demain dans ce grand direct, puisque évidemment nos journalistes seront sur place. Merci beaucoup Stéphane Ravier pour votre réaction ce soir sur les antennes d'Azur TV. On devait rejoindre Guilhem Ricavi, le directeur de la rédaction du journal La Provence. Alors on va se garder le petit sujet sur l'interpellation parce que je pense qu'il va nous rejoindre un petit peu plus tard, l'interpellation qui a dérapé à Marseille dans cette émission. On va donc jeter un œil au reste de l'actualité avec la rentrée, une nouvelle fois rentrée la semaine dernière pour les écoliers de primaire et de maternelle. Cette semaine, c'était au tour des collégiens et des lycéens, comme au lycée Bonaparte de Toulon, où s'est rendu Marion Colangelo. Ce lundi matin, retour à l'école pour les collégiens et lycéens de France. Après un mois de vacances et de cours en distanciel, les élèves du lycée Bonaparte ont pu retrouver leurs professeurs en demi-jauge, comme le préconise le gouvernement. Nous avons accueilli les élèves ce matin donc en demi-jauge, en groupe 1, groupe 2, et nous avons opté pour une organisation journalière, c'est-à-dire une alternance journalière. Donc le groupe 1 vient le lundi, le groupe 2 le mardi, ainsi de suite, et on essaie de répercuter ça sur l'ensemble de la période. Une organisation qui, pour les élèves, a ses avantages. Le travail en petit comité permet de meilleures conditions d'apprentissage. On est en demi-groupe, donc c'est plus facile pour les explications et en plus on peut se préparer pour les épreuves de fin d'année. Mais malgré tout, cette période est particulièrement stressante pour les lycéens. En fin d'année, ils doivent faire des choix ou passer des examens, comme ces élèves de terminale qui sont encore dans le flou pour leurs épreuves du baccalauréat. On ne sait pas trop à quoi s'attendre, on ne sait pas si on va avoir les épreuves maintenues ou non. Les informations, on les a un petit peu à la chaîne, c'est compliqué pour travailler, oui. Et pour rester sans décrocher, oui, c'est compliqué. En ce qui concerne les cas de Covid détectés, comme en primaire, un seul suffit pour fermer une classe. Un cas signalé positif, donc nous le signalons bien entendu aux autorités et monsieur le préfet prend une décision de fermeture de la classe. Encore quelques semaines d'efforts pour ces élèves. Les plus de 15 ans vont aussi bénéficier d'autotests fournis par l'Éducation nationale. Voilà pour cette journée de rentrée. Guilhem Ricavi nous a donc rejoint, le directeur des rédactions du journal La Provence, avec qui nous allons évoquer quelques sujets. Il m'indique par SMS qu'il n'a pas de son. Vous ne nous entendez pas, mon cher Guilhem? Hello, hello. Allô, allô, vous êtes en direct? Oui. Vous êtes en direct, hein, je le précise, donc vous m'entendez? Oui, très bien. Eh bien parfait, on y va. Alors, je disais qu'on allait évoquer deux sujets principalement. Le premier est politique, le second concerne cette interpellation qui a dérapé, dont on va reparler dans quelques minutes. D'abord, pour clore notre page politique avec cette petite césure sur la rentrée quand même, qui nous a permis de faire la jonction avec vous. Sacré week-end, sacré dimanche. Renaud Muselier qui a apporté quelques précisions tout à l'heure sans être véritablement convaincant. C'est un accord, il faut être clair, entre ces équipes et celles de La République En Marche. C'est clairement un accord et ce qu'il y a d'un petit peu embêtant dans cette affaire d'accord, c'est qu'il a été annoncé par le Premier ministre, par Jean Castex, ce qui montre que c'est un accord qui a été discuté au niveau national. On peut imaginer que le président Macron en personne est intervenu dans la discussion. Autant l'histoire était plutôt belle de se dire que localement Renaud Muselier et Sophie Cluzel s'étaient entendus, ils se connaissent, ils ont été étudiants ensemble à Marseille au même moment il y a un peu plus de 40 ans. Ils nous
nous auraient expliqué tous les deux qu'ils avaient envie de faire des choses main dans la main pour la région face au Rassemblement national, c'était une chose. Mais c'est vrai que la présentation de ce rapprochement, de cette liste de la République en marche suspendue par le Premier ministre montre que oui, il y a une discussion et naît forcément la polémique qui va avec. Est-ce qu'il s'agit d'une discussion d'appareil? Est-ce qu'il s'agit d'un accord un peu cadre, un peu global? Est-ce que dans la balance, il y a un soutien pour la présidentielle de 2022 qui entre en ligne de compte? Et c'est à mon avis cela, Nicolas, qui a déclenché cette crise globale et cette crise à droite, on le voit bien, avec des divergences de point de vue sur la situation parmi les élus de la région. Alors honnêtement, Guilhem, quelle est l'ambiance là dans les Bouches-du-Rhône? J'ai eu quelques parlementaires LR au téléphone qui sont très embêtés, qui ne souhaitaient pas réagir aujourd'hui parce que à la fois proches de Renaud Muselier, mais aussi de leur parti. Peu de réactions finalement. Martine Vassal a semblé soutenir Renaud Muselier, mais on voit bien dans ses tweets qu'elle a pesé ses mots, parlant d'unité, d'union, de lutte contre les extrêmes. Mais on voit bien que dans les Bouches-du-Rhône, ça embête quand même une partie des élus LR. Ça embête clairement une partie des élus. Vous le disiez, Martine Vassal s'est fendue d'un petit tweet en disant combattons les extrêmes, mais sans apporter clairement son soutien à Renaud Muselier. Et puis on voit bien que la plupart des élus, alors pour les plus prudents, beaucoup ont été discrets, on ne les a pas entendus. Et je peux vous le dire, beaucoup n'ont pas répondu aux sollicitations des journalistes hier. Mais ça forcément, ça crée une espèce de petite crise, de défiance. Et beaucoup, je pense, attendent de voir ce qui sera décidé demain. On est plutôt légaliste dans le camp des Républicains, et donc la ligne directrice qui sera posée demain à l'issue de ce conseil stratégique sera sans doute celle qui sera suivie par la majorité des élus de la région. Oui, parce qu'on le rappelle, Christian Jacob, le président des Républicains, a retiré l'investiture LR à Renaud Muselier. Conseil stratégique et commission d'investiture demain. En gros, il sera décidé si oui ou non on présente une liste les Républicains face à Renaud Muselier. Vous voyez des candidats, vous, potentiels. Sur la Côte d'Azur, on parle d'Éric Ciotti, qui lui ne semble pas intéressé, de David Lisnard, le maire de Cannes, qui pareil prône une liste fraîche avec des idées, mais qui visiblement ne souhaite pas la mener. Oui, c'est les noms qu'on entend qui naturellement reviennent, les leaders de la droite régionale. On entend le nom de Julien Aubert, également député du Vaucluse, qui est un jeune loup de la politique, une figure un petit peu montante chez les Républicains. De l'équipe sortante de Renaud Muselier, Oui, et le nom qui revient le plus, c'est effectivement, vous le disiez Nicolas, David Lisnard, qui est celui qui a le vent en poupe aujourd'hui chez les Républicains, même plus largement. Son action est saluée très largement dans tous les camps politiques, et on lui prête un destin national à David Lisnard. Donc c'est un nom qui revient, il en serait capable. Là où ça serait très dangereux pour les Républicains de faire le choix d'une liste dissidente, c'est qu'en politique, vous le savez très bien, lorsque dans une même famille politique, on part avec deux listes différentes, on ne gagne jamais. C'est mathématiques, et on l'a bien vu notamment lors des municipales à Marseille, où avec deux listes des Républicains, Martine Vassal et Bruno Gilles, on a bien vu à l'arrivée qu'aucun des deux avait gagné, et c'est toujours comme ça. Donc si demain le choix est fait d'une liste les Républicains sous cette étiquette-là face à Renaud Muselier, je prédis la défaite des Républicains et de Renaud Muselier. Eh bien, écoutez, affaire à suivre parce qu'il va s'en passer cette semaine. Sachez que Thierry Mariani sera avec nous cette semaine dans cette émission en plateau et qu'on va suivre évidemment les soubresauts de cette alliance qui n'a pas fini de faire parler. Je voulais vous garder, Guilhem, aussi pour évoquer un autre sujet. Vous avez publié sur le site de la Provence une vidéo exclusive ce matin qui a fait beaucoup de bruit. On découvre ces images, cette interpellation plus que musclé. Yentel Criado va nous expliquer de quoi il en retourne avec donc les images que vous avez publiées en exclusivité. C'est une banale intervention de police qui a dérapé à Marseille dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Dans le quartier de Saint-Charles, les policiers de la division Centre sont appelés pour une soirée sauvage. Des jeunes fortement alcoolisés sont regroupés dans un appartement.
Certains tentent de fuir, l'un d'eux est interpellé. La police l'accuse d'outrage, rébellion et violence sur la police, des faits niés par le jeune homme. Sur cette vidéo, tournée par des riverains et rendue publique par le journal La Provence, on peut voir notamment l'individu se faire tabasser par des policiers. Il est ensuite amené par les cheveux jusqu'à la voiture de police de la BAC Centre. Sa compagne, âgée de 32 ans, à quelques mètres de là, tente d'intervenir. Elle est repoussée, projetée au sol, puis gazée. Selon les informations du quotidien, le couple a finalement été emmené au commissariat de Noailles. Il y est resté 40 heures avant d'en ressortir samedi soir avec un simple rappel à la loi. Le policier qui aurait commis les violences estime avoir fait usage de la force nécessaire. Suite à ces événements, la préfecture de police a indiqué par un communiqué de presse que la direction départementale de la sécurité publique des Bouches-du-Rhône avait ouvert une enquête administrative interne. Dans l'attente du résultat, les 2 fonctionnaires de police ont été réaffectés à titre conservatoire sur des fonctions n'impliquant pas de mission sur la voie publique. L'avocat de la jeune fille violentée, quant à lui, a saisi l'IGPN. Voilà, l'avocat qui a demandé donc l'ouverture d'une enquête. Guilhem, donc toutes les infos, Yann Tull l'a dit dans son papier, sont des infos que vous avez sorties vous avec ce document qui est édifiant, très honnêtement. Encore une fois, document très parlant. Très parlant parce qu'on peut comprendre parfois de la violence de policière, j'allais dire on peut comprendre, enfin de la violence policière c'est pas le bon mot, mais on peut comprendre qu'elle est proportionnée à la menace qui est en face. Là clairement quand on voit les images, il n'y a pas d'acte de rébellion du jeune homme en question, il n'y a pas une tentative de fuite, il n'y a pas de menace physique envers ces agents de police, et il y a donc oui des violences unilatérales et sans raison apparente, très clairement dans ces images-là. Donc on peut entendre effectivement que la police fait usage de la force dès lors qu'elle est nécessaire. Là, ça semble totalement disproportionné et pas du tout adapté. D'où ce sentiment qu'il s'agit de violences policières et gratuites sur des jeunes qui, visiblement, alors certes, avaient organisé une soirée clandestine, et on voit bien qu'à Marseille, il y en a de façon très régulière, mais qui en même temps nécessitaient peut-être pas un tel déploiement d'énergie et de force. Les images sont quand même très surprenantes et on a plutôt hâte d'entendre ce que vont nous dire les enquêteurs chargés justement d'enquêter sur les conditions réelles de cette interpellation plus que musclée. La préfecture de police n'a pas trop tardé non plus à d'abord réagir et à prendre des mesures aussi, puisque en gros les fonctionnaires suspectés de violences policières ont été retirés du terrain. Ils ont été retirés du terrain, alors dans l'attente de voir effectivement quel est leur rôle réel, mais ça tombe à un moment où on parle beaucoup de violences policières et forcément c'est repris de partout et ça alimente cette colère à l'encontre des policiers. On était le 1er mai, on se souvient qu'il y a 3 ans maintenant, Alexandre Benalla, qui n'était pas policier, pratiquait des violences. On a revu ces images circuler ces derniers jours et on se dit qu'au final, oui, il y a une menace là-dessus, ça va jeter une forme de suspicion sur des agents de police qui, eux, font bien leur travail. C'est ça qui est plutôt embêtant dans cette affaire. Pour leur défense, les agents, eux, invoquent la réponse proportionnée. Oui, mais c'est quand même, quand on voit les images, difficile de parler de réponse proportionnée. Autant si on avait un jeune homme violent, si on voit sa compagne, par exemple, là, sur vos images, qui effectivement s'approche et qui est violemment poussée par terre, on ne voit pas trop où est la proportion de la riposte policière face à ces jeunes qui visiblement se laissent interpeller et qui visiblement ne manifestent pas de rébellion à l'encontre des agents de police. Écoutez, l'enquête le dira, mais c'est vrai que ces images sont d'une violence rare et qu'en tout cas, elles provoquent l'ouverture d'une enquête et on va suivre ça de près. Je rappelle que vous avez publié ce matin ces images d'abord sur votre site internet et surtout sur votre site internet. Merci beaucoup, mon cher Guilhem. Passez une bonne soirée. On se retrouve demain sur ce plateau. Et puis, nous, on va poursuivre le fil de ce grand direct. Je regardais où nous en étions dans le conducteur, puisque nous avons regardé le sujet sur la rentrée au lycée. Eh bien, nous prenons maintenant la direction de la vallée de la Roya, balayée par la tempête Alex il y a 7 mois. Et la ligne de vie, le train des merveilles qui ne circulait plus, réouverture progressive. Et en ce lundi, eh bien, c'est le tronçon entre Fontan et Tende qui a repris du service. Un vrai soulagement pour les élus, mais surtout pour les habitants.
Il roule enfin. 7 mois après le passage de la tempête Alex, le train relie à nouveau les communes de Fontan et Tende. Pour Alain, chauffeur du train des Merveilles, c'est une journée historique. La ligne est toujours aussi magnifique. Donc nous, ce qui nous fait plaisir, c'est que les habitants de la vallée puissent reprendre leur train chéri, qu'ils aiment bien aussi. Donc ça nous fait plaisir de faire plaisir. Sous les applaudissements et en musique, le train des Merveilles était attendu comme le Messie. Pour les habitants, c'est une délivrance. C'est un soulagement, effectivement, parce que ça nous rend un peu de liberté dans notre circulation. En tant que commerçant, en tant qu'individu, parce que c'est quand même une bouffée d'oxygène. Vous savez, ça fait 6 mois que pour monter dans la vallée, c'est compliqué. C'est très agréable d'avoir quand même le train qui revient. Voilà. Maintenant, nous attendons la route, qui va être un peu plus longue, quoi. Maintenant que le train est rétabli, les horaires doivent être encore aménagés. 4200 personnes doivent emprunter régulièrement la ligne. Il faut arranger les horaires. Il faut que cette ligne soit utilisée qu'elle réponde aux besoins de la population. Et ce dont on a besoin, c'est d'avoir un train qui part le matin et un train qui arrive le soir. C'est ça, il faut que le train soit utilisé et qu'il soit vraiment à la disposition des gens. Il faut que les gens s'approprient le train. Totalement dévastée par la tempête, la voie ferrée a subi des travaux colossaux. 30 millions d'euros d'investissement. Pour le président de la région PACA, Renaud Muselier, l'objectif est de relancer l'économie touristique et sauver la saison estivale. Le train est sur les bons rails, il est arrivé en temps et en heure, on a eu peur qu'il ne vienne pas. Il est là, il roule, il faut aménager les horaires et aménager la tarification qui va être gratuite tout l'été. Comme ça au moins, on va relancer le tourisme, relancer l'activité de nos villages le long de la voie ferrée. Et donc ça c'est quelque chose remarquable. Le préfet des Vallées, Xavier Pelletier, l'affirme. Les bouchées doubles vont être mises sur la reconstruction des principaux axes routiers. Objectif, désenclaver totalement le haut de la vallée. C'est l'une des conséquences de la crise sanitaire, l'explosion du e-commerce. Nombreux sont les commerçants ou les créateurs à s'y être mis. Et donc, la demande explose également du côté des formations digitales. Reportage dans les Bouches-du-Rhône, signé Yantel Criado. Cédric alimente son site internet fraîchement lancé. À 35 ans, il a créé sa boutique en ligne à défaut de pouvoir ouvrir son local de vente. Crise oblige, ce Marseillais a opté pour le e-commerce. Je me suis rendu compte, suite aux différents confinements, que c'était très risqué du coup d'ouvrir un commerce sur cette période-là. Donc l'idée, effectivement, c'était de me focaliser sur le site e-commerce et de prendre le moins de risques possible, sachant qu'à tout moment, on pourrait fermer, rouvrir, fermer. Commencer par un commerce en ligne avant d'accueillir ses clients au sein même de sa boutique quand la situation sera plus certaine. Une façon de s'adapter également aux nouveaux modes de consommation depuis la crise, avec la forte augmentation des achats sur Internet. Ça me permet, moi, déjà de mettre un pied à l'étrier et de commencer, on va dire, mon activité dans les meilleures conditions et sans prendre de risques. Pour lancer son projet et créer son site, Cédric a suivi une formation d'1 mois ici même. Ce centre de formation basé à Marseille a vu ses demandes exploser depuis la crise. Oui, formation boutique en ligne, bien sûr. Formation longue ou courte ? Les gens nous ont appelés depuis le début de la crise beaucoup pour tout ce qui est donc les formations de web. Il y a beaucoup de profils donc de petites boutiques marseillaises, que ce soit de prêt-à-porter, de bijoux. Toutes ces petites boutiques-là, en effet, elles se sont beaucoup mises sur le web pour ceux qui n'y étaient pas ou peu, et les réseaux sociaux notamment aussi. Donc parce qu'il y a la partie création boutique en ligne et puis il y a également la partie réseaux sociaux pub qui est tout aussi importante que la création elle-même. Des nouveaux entrepreneurs, mais aussi des créateurs qui souhaitent lancer leur boutique en ligne pour faire face à leur baisse d'activité. Le centre a dû s'adapter et développer les propositions de formation pour répondre à cette forte demande. Avec la crise, on a créé ce qu'on appelle des classes virtuelles qui sont des petits groupes de entre 2 et 4 personnes à distance, donc avec formateur toujours, mais en visioconférence, partage d'écran. Pour ceux qui ont peur de venir, pour ceux qui ne peuvent pas. C'est vrai que là, même si les locaux ici sont grands, c'est plein. Donc les classes virtuelles, finalement, ça nous aide aussi et c'est un format où les gens se sont adaptés. En 1 an, le centre a enregistré une hausse de plus de 50% des demandes de formation en e-commerce.
Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, était dans les Bouches-du-Rhône cet après-midi et ce matin d'ailleurs, elle a visité notamment le restaurant Solaire de Marseille. Vous ne savez pas ce que c'est, eh bien Valentin Rodriguez vous l'explique. Le tube en fait il absorbe la lumière et en absorbant la lumière ça devient un four. Et à l'intérieur on va monter à 200-250 degrés. Donc voilà, et de ce côté, donc le four tourne pour pouvoir suivre la lumière et tout ça. Et de ce côté, on a la version, là c'est les carottes qu'on a mis tout à l'heure à cuire. Et elles sont prêtes. De la cuisine à l'énergie solaire, c'est le concept pour ce restaurant. Une première en Europe, située à Château-Gombert. Cette structure fonctionne 100% à l'énergie solaire. On a ce grand miroir là derrière qui concentre la lumière. À l'intérieur d'un fourneau, là on a un petit système qui permet de renvoyer la lumière vers le haut. Et ça chauffe directement une plaque en fonte au centre à 450 degrés. Donc en fait au centre de la plaque on a un feu fort, on peut saisir quelque chose dans une poêle et après on déplace les casseroles sur le côté pour avoir toutes les températures. C'est à Aubagne, en 2017, qu'est née la première version de ce restaurant innovant et éco-responsable qui s'est développé à Marseille avec la version guinguette, créée dans un conteneur reconditionné et transportable. Une vraie réussite pour la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, en visite pour l'occasion. Là, on a quelqu'un qui a envie de faire de la bonne cuisine et qui a envie en plus d'exploiter des technologies qui sont des technologies ancestrales. Le solaire, c'est une technologie ancestrale, mais remise à jour. Et là, je pense que tout le monde a eu l'exemple que ça marche, qu'avec des idées simples, on peut avancer. Pour moi, ça, c'est la vraie écologie. C'est des idées, c'est du bien vivre, du mieux-être et surtout du bien manger. C'est le plus important. Une guinguette solaire qui est amenée à se développer un peu partout dans la cité phocéenne d'ici 2024 à l'occasion des Jeux Olympiques en France, avant de voir naître un restaurant en dur comme version finale. Ici sur ce terrain, l'objectif il est de créer un projet de restaurant un petit peu plus systémique. On aura un bâtiment bioclimatique qui va fonctionner également avec le fourneau de cuisine solaire qu'on a développé, mais également aussi tout un jardin forêt comestible qui va nous permettre de régénérer le sol, de produire pour le restaurant. Et voilà, on va essayer d'avoir cette circularité à l'intérieur même du restaurant, un peu comme les vieilles fermes en fait, mais voilà, avec un petit renouveau. Un projet éco-responsable qui devrait voir le jour d'ici fin 2022. Une page culturelle à présent dans ce grand direct avec dans quelques instants les plages électroniques qui se réinventent, c'est sur la Côte d'Azur. Mais avant cela, les cinémas qui sont prêts à rouvrir, vous allez le voir, 19 mai, c'est la date. En attendant, on s'active, reportage à Vitrolles. La course pour la réouverture est lancée. Voilà plus de 6 mois que ces allées sont désespérément vides et attendent impatiemment le retour des clients. Le directeur d'exploitation de ce cinéma ne boude pas son plaisir d'avoir enfin en ligne de mire une date de reprise. Plus qu'excité à l'idée d'ouvrir le 19 mai tous nos cinémas. On a un petit souci donc sur le sujet. On va me dire peut-être ce qu'on peut faire. On va le relancer. Alors, on va le reprendre depuis le départ. Donc, ce sujet sur les cinémas à Vitrolles. Dans 10 secondes, me dit-on, sur la réouverture. Les dates à retenir, c'est le 19 mai. Les jauges seront adaptées. Un spectateur tous les 2 sièges. Sauf si vous y allez en famille, vous pourrez évidemment suivre le film ensemble. Reportage donc à Vitrolles sur la réouverture des cinémas. La course pour la réouverture est lancée. Voilà plus de 6 mois que ces allées sont désespérément vides et attendent impatiemment le retour des clients. Le directeur d'exploitation de ce cinéma ne boude pas son plaisir d'avoir enfin en ligne de mire une date de reprise. Plus qu'excité à l'idée d'ouvrir le 19 mai tous nos cinémas. On a attendu très très longtemps. Depuis 29 octobre, les cinémas sont fermés. On n'a jamais connu ça. On n'a jamais fermé nos cinémas depuis la création de nos cinémas. Donc on est excité à l'idée de retrouver notre public. Un public qui devra se plier au protocole sanitaire strict de l'établissement. Gel hydroalcoolique à l'entrée de toutes les salles, 2 sièges de libre entre chaque client, port du masque obligatoire, distanciation sociale, bref, tout est mis en place pour favoriser au mieux l'accueil du public et le personnel s'active déjà pour réussir cette réouverture. On a investi dans des plexiglas. Une caisse sur 2 aussi également pour éviter que les gens soient trop regroupés les uns sur les autres. On vérifie aussi qu'on a cette carte de fidélité puisqu'on va rouvrir, donc on espère que nos clients fidèles vont revenir mais qu'on va pouvoir
faire venir d'autres personnes en plus et on vérifie surtout le matériel qui a bien pris la poussière pendant ces quelques mois de fermeture et qu'on remet à neuf. Une réouverture qui va s'articuler en 3 étapes. 35% de la capacité d'accueil pour les 2 premières semaines, puis 50% dès le 9 juin, avant de pouvoir remplir les salles dans leur intégralité le 30 juin prochain. Jérôme de Giacomi est conscient qu'il ne fera pas que des heureux. On est lundi 3 mai, à partir d'aujourd'hui, ils ont le droit de faire plus de 10 km déjà. Dans quelques jours, ils vont pouvoir aller au restaurant, ils vont pouvoir aller se balader dans les parcs, ils vont pouvoir aller voir du théâtre et du cinéma. Et je sais que ça leur manque cruellement. Mais petit à petit, ça va s'ouvrir si les conditions sanitaires nous le permettent et que l'épidémie ne reprend pas. On va pouvoir repartir sur les capacités plus importantes, plus de séances. On va pouvoir faire la séance de 21h, puis de 22h. Et petit à petit, on fera de moins en moins de déçus. En 2020, les cinémas CGR ont perdu 80% de leur chiffre d'affaires sur les rentrées. À Vitrolles, les effectifs des agents d'accueil ont été divisés par 2. Un manque qui sera sans doute comblé dès cet été avec le retour des clients. Voilà, retour des clients cet été et retour des amateurs de concerts, de festivals, même si pas mal de choses sont encore à préciser. Bonsoir Allegra Trichard, chef de projet et directrice de production chez Panda Events. Vous êtes derrière habituellement les plages électro dont la réputation n'est plus à faire sur la Côte d'Azur. Et vous vous adaptez cette année parce que hors de question de supprimer l'édition comme l'année dernière. Et donc vous allez investir la Villa Rothschild, toujours à Cannes, si je ne dis pas de bêtises, pour remoduler ce rendez-vous incontournable de la musique électronique. Ce sera du 5 au 8 août prochain. Oui, tout à fait. On aurait été plus que ravis de retrouver tout le monde sur la plage du Palais des Festivals de Cannes cet été. Malheureusement, comme beaucoup d'événements et comme la plupart des événements cet été, ça va être compliqué de se réunir à si nombreux, mais on a travaillé main dans la main avec le Palais des Festivals de Cannes, avec la ville de Cannes, pour créer des moments de rencontre entre le public et les artistes et permettre quand même, quoi qu'il arrive, de se retrouver de manière conviviale dans un endroit inédit et retrouver la musique. On voit ces images qui sont folles, elles nous paraissent tellement loin, ces images de fêtes dans l'insouciance, avec ces plans aériens aussi où on voit les milliers de personnes qui participent chaque année au festival. Je le disais, c'est un rendez-vous incontournable qui va donc prendre possession d'une villa. Comment ça va se passer du coup? La jauge évidemment sera réduite et vous allez vous assurer que le protocole sanitaire soit bien respecté. Oui, tout à fait. Les images qui sont en train de défiler pendant qu'on parle, ce sont celles de la Villa Jamel Comedy Club, qui est un événement qu'on a réalisé l'année dernière à la Villa Rothschild, et c'était du stand-up, de l'humour. On va travailler ce même dispositif dans le jardin magnifique de la Villa Rothschild à Cannes les 5, 6, 7 et 8 août, où on se pliera à la feuille de route que nous soumettra le gouvernement. En tout cas, nous, c'est un format qu'on a déjà expérimenté, où l'objectif, c'est de respecter les contraintes sanitaires, les distanciations sociales, mais de permettre quand même d'être convivial, d'être dans un endroit chaleureux, par petits groupes, entre amis, en famille, pour savourer un concert live, les pieds dans l'herbe, à défaut d'être les pieds dans le sable. Les gens pourront profiter sur des transats, des poufs, sur des nappes, des coussins, d'un concert dans ce cadre somptueux. C'est la Villa Rothschild de Cannes, c'est également la médiathèque Noailles, c'est le même bâtiment. Je vous invite à visiter d'ailleurs, c'est une super médiathèque et c'est un cadre incroyable, inédit pour les plagistes et pour notre public que de se retrouver là-bas. Avant de dire quelques mots sur la programmation, parce que c'est ça qui nous intéresse aussi, sur la jauge, on l'a dit, jauge qui va être adaptée. C'est une décision que vous avez prise avant les annonces du président Macron. Maintenant qu'il a parlé d'un retour à la vie, de jauges qui vont pouvoir être plus importantes durant l'été, est-ce que vous ne regrettez pas ou est-ce que ça reste malgré tout très flou parce qu'accueillir 5000 personnes au mois d'août, ça sera quand même très contraint? Oui, tout à fait. Ça reste très flou pour l'instant. Nous, on a décidé d'anticiper et de se projeter sur un format qu'on maîtrise, qui sera, quoi qu'il arrive, accepté, toléré et qui sera chaleureux et convivial. Et non, on n'a pas de regret parce que pour l'instant, la feuille de route, elle est
elle est vraiment très floue et on s'y pliera et on trouvera de toute façon, des moyens de faire jouer les artistes, parce que c'est quand même ça notre principal objectif. Alors, côté programmation, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce que la programmation est complète? La billetterie, parce qu'il va falloir faire un tri là aussi, hein. Tout le monde ne pourra pas être servi, malheureusement. Oui, en effet. Alors, on est sur une jauge de 500 personnes par jour, donc on va bientôt être mise en vente. La programmation va bientôt être dévoilée. C'est pour la semaine prochaine. Elle est live, elle est adaptée au concept et elle est électro, pop, urbaine. Elle s'intègre parfaitement dans ce cadre de jardin et en même temps, c'est une programmation que du coup, on n'a pas toujours l'occasion de jouer de par chez nous et qui correspond bien à l'équipe de Panda Events, à l'équipe des plages électroniques, et qui pourtant n'est pas si éloignée de notre public des plages électroniques. Donc vous verrez, c'est plein de surprises et ça va plaire au plus grand nombre, on en est sûr. On sera là pour le dévoilement évidemment de la programmation. Une dernière question sur la façon dont Panda Events a traversé cette crise. Vous êtes des organisateurs majeurs dans les Alpes-Maritimes, mais j'imagine que le modèle économique reste fragile parce que passionné. Vous pouvez quand même reproposer ces plages électroniques adaptées, mais j'imagine que ça a été très dur cette année qui vient de s'écouler. Oui, ça a été très dur. On a énormément travaillé dans l'incertitude, sans jamais vraiment savoir où est-ce qu'on allait, mais on s'est mobilisé pour essayer de se réinventer et pour essayer d'en profiter pour développer de nouveaux concepts, de développer l'engagement de Panda Events aussi. Ce qu'on va dévoiler dans le cadre de Villa Plage, justement, qui est le format adapté des plages électroniques pour cette année, c'est un engagement éco-responsable, un engagement qui vise vers plus de parité femmes-hommes. Donc ça a été compliqué, mais ça a été l'occasion pour nous de repenser notre manière de travailler, de repenser notre positionnement et aussi de travailler ces formats adaptés qu'on n'utilisait pas si souvent. Donc finalement, d'une certaine manière, on peut dire que ça a été aussi enrichissant et on espère que tout le monde sera au rendez-vous cet été. Oh ben je n'ai pas beaucoup de doutes parce que la réputation du festival initial n'est plus à faire, et il faut avouer quand même, parce que je connais un peu les lieux, que le cadre est somptueux et que ça promet de faire de belles soirées dans le respect des protocoles sanitaires évidemment qui seront édictés par le gouvernement. Merci beaucoup Allegra Trichard, chef de projet et directrice de production pour Panda Events, qui diligente donc ces très belles soirées qui nous attendent pour le mois d'août du 5 au 8. Programmation connue la semaine prochaine avec ouverture de la billetterie, j'imagine, dans la foulée. Bonne soirée à vous et merci d'avoir accepté notre invitation ce soir en direct. Il nous reste deux petits sujets à voir avant la fin de ce grand direct. Je vous emmène dans le Var, du côté de La Valette, où le Mini World, qui devait ouvrir en pleine crise sanitaire, eh bien, finalement n'a pas pu ouvrir, mais les propriétaires maintiennent le cap et vont ouvrir très prochainement ce village de miniatures qui vous fait découvrir quelques-uns des coins les plus prestigieux et les plus connus de la Provence, de la Côte d'Azur, du Var et de notre région. Tout simplement, c'est un sujet de Thomas Bernabé. Les théâtres, cinémas et autres lieux d'exposition s'apprêtent à rouvrir leurs portes le 19 mai prochain. Si à l'avenue 83 c'est le calme plat dans les allées, le Mini World de Côte d'Azur, quant à lui, est dans les starting blocks pour accueillir ses visiteurs après 8 mois de retard. Normalement, on voulait ouvrir pour les vacances d'octobre, parce que les vacances sont une forte affluence. Finalement, avec la crise du Covid, donc on n'a pas pu ouvrir, donc on s'est dit on va ouvrir à Noël, parce qu'on avait tous un espoir de pouvoir ouvrir à Noël. Donc pour les vacances de Noël, c'est pareil, ça a été reporté. Donc à chaque fois, on s'est recalé sur les autres vacances. Donc après, on a dit février. Donc ensuite avril, finalement, là, on tient le bon bout. Et a priori, officiellement, on devrait pouvoir ouvrir le 19 mai. Si seule la boutique avait pu ouvrir ses portes en décembre avant de refermer le mois dernier, l'espace d'exposition était quant à lui interdit de visiteurs. Avec la réouverture programmée, les équipes ont cependant dû appliquer quelques modifications. La salle de cinéma qui devait projeter des films en 3D ne pourra les diffuser qu'en 2D car les échanges de lunettes sont interdits. Pareil pour ce coin dédié aux enfants pour la construction de Lego et qui est condamné. Pour autant, la star du lieu reste ce monde miniature qui ne devrait pas connaître de contraintes supplémentaires.
Là, notre capacité maximum autorisée sur nos 2000 m² est de 698 personnes. Donc on n'atteindrait même pas la jauge admissible en période Covid. Donc normalement, il n'y a pas de problème. Après, c'est à nous de faire attention qu'il n'y ait pas trop de monde dans le parc et que les gens respectent eux-mêmes les gestes barrières et qu'ils ne soient pas collés les uns aux autres parce qu'on a vraiment de la surface ici. Vous avez vu, c'est grand, c'est vaste. Les alvéoles sont très larges. Donc voilà, normalement, il n'y a pas de problème. On aura du gel à disposition. On va nettoyer les barrières régulièrement. Donc on va continuer, nous, à faire que les gens soient en sécurité, comme on l'a fait à Lyon. On a pu ouvrir au mois d'octobre. Les gens étaient enchantés de toutes les mesures qu'on avait prises et ça a pu se dérouler correctement. On avait plus de 1300 personnes par jour pendant 15 jours de vacances et ça s'est très bien passé, donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien ici. Rendez-vous donc le 19 mai prochain pour admirer tout notre littoral de Marseille à Nice en miniature. Et je vous avoue que ça fait du bien de voir ces lieux rouvrir, se préparer, les restaurants également, enfin les terrasses dans un premier temps, puis les établissements ensuite. Et puis donc ce tout nouveau mini-world à découvrir du côté de La Valette, dans le centre commercial avenue 83. On vient de voir le Negresco, mais ce sont tous les paysages de notre région qui y sont représentés. Paysages, tiens justement, on va finir ce grand direct du côté de l'Estérel avec ces sublimes images, ce massif qui fait la jonction entre le Var et les Alpes-Maritimes, entre la mer et la montagne, plusieurs milliers d'hectares qu'il faut préserver. Il y a 2 millions de visiteurs par an qui arpentent donc les chemins et les sentiers de ce massif de l'Estérel, ce qui crée pas mal de problèmes. La surfréquentation multipliée et couplée au réchauffement climatique, eh bien, les équipes de l'ONF ont pas mal de travail et comptent sur vous aussi pour protéger le massif. Reportage de Stéphanie Mossman. C'est l'un des sites les plus visités de l'Estérel, là où les roches rouges du massif rencontrent la Méditerranée. Chaque année, quelques 600 000 visiteurs foulent les sentiers plus ou moins escarpés du Cap Dramont. Des sentiers millénaires, riches d'histoire et au patrimoine naturel exceptionnel. C'était des sentiers qui permettaient des échanges entre les différentes villes, et puis ces sentiers ont continué à être entretenus. C'était surtout des sentiers de mulets. On sortait le bois des forêts, on sortait la bruyère, les souches de bruyère. Il y a toujours eu une activité en forêt, d'où ces sentiers. De plus en plus soumis aux épisodes méditerranéens, ces sentiers se dégradent rapidement. Résultat, les promeneurs créent des sentiers sauvages au détriment de la biodiversité. Pour minimiser l'empreinte de l'homme, l'Office national des forêts restaure des chemins, parfois au prix d'ouvrages imposants et coûteux, comme cet escalier spécialement conçu pour l'évacuation de l'eau et pour guider les promeneurs. On est obligé d'amener des matériaux, de faire de l'héliportage pour ramener des blocs et du ciment. Donc, et puis il y a une certaine technicité aussi. Ce sont des travaux assez lourds. Donc d'où notre campagne d'appel aux dons pour des forêts et des hommes. Enfin un appel aux entreprises et aux particuliers pour essayer d'avoir un maximum de fonds pour refaire un maximum de sentiers dans l'Estérel. Au total, 120 km de pistes auraient besoin d'une restauration dans l'Estérel. Mais face aux reconstructions, les moyens humains et financiers des forestiers viennent à manquer. Victime de son succès, le massif attire chaque année davantage de touristes. Près de 2 millions de personnes profitent de ce site naturel qui offre un panorama exceptionnel entre mer et montagne. Au revers de la médaille, ces nombreux visiteurs ne respectent pas toujours les lieux. Si on veut que la nature ou la forêt soit durable ou dans la durabilité, il faut imposer des règles. Autrement, la gestion tombe à l'eau et puis il y arrive ce qu'on voit souvent, des dégradations. Puis l'érosion, le vent, la pluie, etc. fait le reste et on arrive à des choses qui ne sont pas réparables. La forte fréquentation touristique, le risque d'incendie, l'intensification des épisodes méditerranéens, conjugués au contexte actuel d'urgence climatique, aggravent considérablement l'érosion des sols. Ce chenal qui a été creusé par l'eau fait pratiquement 1 mètre de haut. Je me mets dedans pour mieux voir. Il fait pratiquement 1 mètre de haut. Ce qui est assez incroyable puisque ce sentier était à ce niveau au départ. Les milieux sont bouleversés, les paysages aussi. Peu à peu, ce patrimoine naturel se fragilise et les espèces qui l'hébergent sont menacées. On peut largement estimer que dans ces milieux qui étaient plus ou moins
humide à force de creuser. Il y avait certainement des reptiles à l'intérieur, des œufs de reptiles, des escargots, qui est la nourriture principale de toute la faune de l'Estérel. Et tout ça provoque évidemment un chamboulement dans l'écosystème. Un écosystème en péril. Pour prendre soin de ce joyau naturel, l'ONF a décidé de se tourner vers le financement participatif. Pour le massif de l'Estérel, la campagne de collecte s'articule autour d'actions en faveur de la préservation et la mise en valeur de ce milieu naturel sensible et unique. Voilà, et c'est la fin de ce grand direct. Comme tous les soirs, un grand merci à la meilleure équipe. Théo Sarfati, Sébastien Lyotard, Ilan Deuet, Fabrice Justo, Philippe Caudet, sans oublier l'indispensable Stéphanie Mossman. Bonne soirée à vous sur les antennes d'Azur TV. À demain.